Liverpool est bien seul au monde en Première Ligue. La Première Ligue qui s'est disputée en milieu de semaine a vu encore l'hégémonie des Reds qui sont plus que jamais lancés vers le 20e titre. On en parle. On évoque également les coupes nationales en Espagne et puis bien sûr en Italie. Mohamed Salah, Ballon d'Or, s'il n'était pas africain, c'est une question à poser à nos spécialistes. Pablo Longoria prend 15 matchs de suspension. Il a traité les arbitres français de corrompus. La Ligue professionnelle a frappé fort. On en parle. Les auditeurs également vont participer à ce débat. Plateau Foot Europe numéro 923. La mise en onde est l'affaire d'Olivier Koudjo. Je suis Latifi Rouma. Et l'homme à devant, eh bien, monsieur Vidéo. C'est grâce à lui que nous sommes un peu partout dans le monde. Chers spécialistes, bonjour. On commence par l'émir de PFA. Franck, bonjour. Bonjour Latif, bonjour à toutes et à tous. Vous allez bien? Oui, ça va. Et si vous allez bien, toute la troupe va bien également. N'est-ce pas, Roméo? Bien sûr, je confirme. Je vais très bien ce matin et bon voilà, on est encore là, très heureux pour parler foot européen. Pour parler foot européen. Je ne sais pas pourquoi les autres ils me regardent, mais bon, je ne les dirai pas ce qu'ils veulent entendre. Vous êtes capitaine du jour ou bien capitaine général? Non, j'ai cédé le brassard aujourd'hui à Vicente. À Vicente. Ouais. Vicente, le brassard est où? Pour le moment, le brassard se balade. Hein, vous allez bien tout de même, hein? Oui, ça va très bien et je rends grâce. Et puis je rends grâce pour la vie également du plateau. Et puis on remercie également pour la vie suivent, de Longoria également. Persécuté un peu partout. Nayo et l'homme, bonjour. Corruption. Il y a corruption dans le brassard. Today is Friday, so there is corruption. English. Yeah, we are speaking English today. All so the emission, voilà. Yeah, we do all the show in English. So. Yeah, c'est en allemand. C'est en allemand. C'est en allemand. C'est en anglais. Oui, mais il n'y a pas de souci. Un peu de salade linguistique. Voilà, donc salut à toutes et à tous ceux qui nous reçoivent actuellement. Merci, je suis Latifi Rouma. On va dans un premier temps faire place. On va parler de la Première Ligue anglaise. Première Ligue Express News. Les matchs s'enchaînent dans le royaume. Il y a eu match mardi, mercredi et jeudi. Tous ces matchs comptaient pour la 27e journée. Nayo et l'homme. La 27e journée de la Première Ligue anglaise. Et à l'issue de cette journée, j'ai envie de dire que it's over pour le titre. Je pense que c'est déjà plié. Pour Liverpool. Oui, pour Liverpool, parce que Liverpool a encore fait le job devant Newcastle, privé de D'Isaac qui était blessé. Donc voilà, on n'avait même pas eu besoin de Salah pour marquer dans ce match. Il n'a pas marqué. C'est un événement. C'est un événement, justement. Il a été décisif quand même avec une passe. Justement, il est sur le but de McAllister, le second but. Donc, voilà, Diaz également sur le premier but qui a fait un petit ester vraiment intéressant pour Szoboszlai qui a lancé tout dans cette rencontre à l'arrivée 2-0 pour Liverpool devant Newcastle. Et derrière c'est Arsenal qui n'a pas, en tout cas, Arsenal a fait du Arsenal. Arsenal a fait du Arsenal, 0 but partout à l'arrivée face à Nottingham Forest. C'était un choc entre le deuxième et le troisième. C'était un choc et j'ai même envie de dire que si Nottingham également avait un peu accéléré un peu, ils auraient même pu l'emporter sur Arsenal parce que Arsenal, voilà, devant il n'y avait rien, on sait qu'ils n'ont pas de neuf, ça jouait bien en défense en milieu mais arrivé en attaque, il ne se passait rien. Souvent Nottingham joue à 3 défenses mais on a vu que dans ce match ils ont évolué à 4 et quand on a demandé à Espirito Santos à la fin du match, il disait que parce que devant eux, il n'y avait rien, donc il n'avait pas besoin de mettre encore une défense à 3, une défense à 5. Il y avait Raheem Sterling quand même. Oui, Sterling. Mais il fait partie des riens. Sterling aujourd'hui, bon, c'est ça quoi. Merino, Noanieri, tout ça. Donc voilà, à l'arrivée, 0 but partout, mais il reste quand même deuxième et troisième les deux. Et donc Chelsea, en tout cas, en dents de scie, oui, en tout cas, fait ce que tout le monde fait, c'est-à-dire Southampton, 4 buts à rien, il n'y a rien d'extraordinaire. La lanterne rouge. La lanterne rouge
match. Donc, Manchester United également l'a difficilement en tout cas emporté sur Ipswich Town. Ils ont été c'était renversant. C'était renversant. Ils ont été menés. Entre-temps, ils étaient même réduits. Mais à l'arrivée, c'est Maggie Maguire encore qui offre la victoire. Il est mauvais, il est bon. Non, ça finalement, ça fait quand même un moment maintenant qu'il est très bon. Mais attention, il y a une journée antérieure, franchement, on a suivi un match dans lequel il a fait du Magui. Hein, il n'y a rien à dire. C'était il y a quelques jours seulement. Oui, la journée précédente. On se demandait si c'est véritablement un défenseur. À la fin, il y a eu 2 partout. Oui. Ils se sont rebellés. Mais voilà, il y a eu 2 buts gags sur lesquels il était impliqué. Il était impliqué, il n'avait pas réagi comme défenseur. Il n'avait pas eu, on va dire, cette réaction correcte d'un défenseur qui défendait justement son camp. Mais il était là, transparent. Ils ont livré au nana. Et il a permis quand même à son adversaire de pouvoir marquer. Donc oui, parfois il est bon, parfois il est très mauvais, mais il a la confiance. Et la somme, ça fait... Voilà, il est passable. Voilà pourquoi il est toujours là. Justement, c'est le problème de United. C'est-à-dire ceux qui les plombent, c'est les mêmes personnes qui les sauvent. C'est le cas également d'Onana qui commet beaucoup de bourdes, mais dans ce match, par exemple, c'est lui qui a l'arrivée, on peut dire, homme du match dans ce match. Donc, voilà, ils sont toujours là au bon moment également. Brentford également a fait 1-1 face à Everton avec un but également de Yohan Wissa, le Congolais, qui fait une saison exceptionnelle. Crystal Palace a laminé Aston Villa 4-1. C'est un score curieux. Un sport, oui, parce que depuis un moment, Aston Villa était bien, et surtout Crystal Palace, on dirait un coupeur de tête, parce qu'ils ont également battu Chelsea lors de la précédente journée, dans la semaine également, ils ont encore battu Aston Villa. Donc, ça fait du bien en tout cas aux Londoniens. Brighton également l'a emporté sur Bournemouth. C'est également, on peut parler de score curieux, parce que Bournemouth également. Ça fait 2 défaites. Ça fait 2 défaites. Ça ne va plus. Donc, rien ne va. Voilà, ça ne bouge plus du côté. C'est peut-être une petite période de creux, on peut dire. C'est juste un petit vent qui a soufflé. Au moment où ils étaient à un doigt d'intégrer le Big Four. Le Big Four, voilà qu'ils sont dans un petit moment de doute. Je ne sais pas, peut-être le prochain calendrier nous le dira. S'ils prennent encore un gros, ça va être difficile. Mais là, s'ils prennent un petit, et qu'ils gagnent, ça peut peut-être... contre Tottenham. Tottenham aujourd'hui, il n'est ni gros, il n'est ni petit. Vous voyez un peu, voilà. Donc, il est au juste milieu. Je dirais qu'il y a match. Si peut-être le fils de l'autre, Kluivert, se réveille, si Dango Ouattara retrouve... Sinon, il a quand même marqué. Il a marqué, certes. Mais ce n'est plus le Kluivert qu'on a vu sur les 3-4 dernières journées où il était tout feu, tout flamme. Là, c'est un peu en dedans, mais Bournemouth quand même reste un candidat sérieux pour le Big Four. On verra tout ça. Ça devait arriver ce moment de creux de Bournemouth et voilà ce qui traverse. Brighton également, on a parlé de Brighton. Wolverhampton s'est incliné devant Fulham, 1 but contre 2 et donc tout va se clôturer et tout s'est déjà même clôturé avec ce match West Ham, Leicester, justement avec encore une défaite de Leicester. Leicester, rien ne va. Je crois que ça fait 8 matchs. Oui, Vicente, votre ami, non, c'est le roi. Non, je pense que Van Nistelrooy est arrivé dans un club déjà au bord du gouffre et je pense que le travail est tout simplement ardu. Le travail lui serait difficile de relever ce club-là. C'est vrai que la SS c'est quand même la sensation des 10 dernières années en Premier Ligue. On se rappelle de ce titre de champion en 2016 et puis l'époque des Mahrez. Oui, l'époque des Mahrez, Jamie Vardy, il est toujours là. Et je pense qu'il est le seul à rester depuis 2016. Donc, il est le vice-président du club. Donc, c'est très difficile. En D2, lui, il était là. Pour moi, c'est un véritable test pour Van Nistelrooy. Maintenant, on espère que la Serre ne sera quand même pas reléguée pour espérer quand même revenir la saison. Ils sont pratiquement relégables. Mais c'est compliqué d'espérer un bonheur, peut-être pour ce club en fin de saison. Mais je pense que le test, il est très, 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 très fort pour Nistelrooy. Qui était pourtant bien à l'intérim à Manchester United. À l'intérim, je pense qu'il a fait de bons résultats. Peut-être l'environnement est différent.
Et Manchester United, c'est quand même chez lui, où il a évolué pendant des années, des saisons durant. Il a été ce qu'il a été. Leicester est en difficulté. Ce club ne se retrouve pas depuis un moment, depuis son retour. Et il a fallu qu'il quand même réajuste les choses. Depuis un moment, il n'a pas réussi à le faire. On le sent. C'est voilà, quelqu'un qui se cherche avec tout son effectif. Et s'il se sauve, ça va être un miracle parce que le club est au bord du gouffre. Je ne sais pas comment ils vont pouvoir éviter la relégation. Mais bon, il reste encore, disons, beaucoup de matchs. 11 matchs à jouer. Et on verra. On verra ce qui va se passer. Oui, Roméo? Avec Leicester, c'est que ça fait, je crois, 8 ou 9 matchs. Ils n'ont même pas marqué un seul but. Ils ont fait 6 ou 7 matchs à domicile sans marquer un but. C'est vraiment grave. C'est l'attaque aussi même également parfois, qui. Southampton marque des buts. Oui, même ça, Southampton, ça lui arrive quand même de marquer des buts. De l'autre côté. Mais là, vous prenez, c'est des. Boum n'est plus relégable. Ils ont quitté. Voilà. Pour un moment. C'est vraiment bizarre que cette attaque ne réagisse pas quand vous prenez un peu des gens comme les Ayew, les Jamie Vardy. À part moi, peut-être Bonanote et l'autre jeune paraguayen, qui sont les deux qui vont un peu mieux. Le reste, derrière même, avec Wood Faes, franchement, Vestergaard, c'est trop lourd, ce n'est même pas rapide. Et Leicester, franchement, on les voit déjà en D2. Et on sortir justement de cette 27e journée, vous le disiez, Nayo. Entre-temps, Delanov nous a rejoint. Delanov, vous pensez également, parce qu'il a dit quand vous n'étiez pas encore là, il dit que voilà, Liverpool, pour lui, c'est over. C'est ce qu'il a dit, hein. Il a prononcé le mot en anglais. Il dit que c'est over. It's over. Voilà. Il a raison de prononcer le mot en anglais parce qu'on sait très bien que le candidat sérieux de Liverpool, c'est quand même City, naturellement. Et quand on voit la saison que fait Manchester City et celui qui devait challenger ce Liverpool-là, c'est Arsenal, quoi. Et on l'a dit plusieurs fois ici. Personne ne met une pièce sur Arsenal. Mis à part Fifi, personne n'avait mis une pièce sur Arsenal. Et sur cette rencontre-là, c'était le mercredi, ils ont encore fait un match 0 but partout pour laisser filer tout simplement à Liverpool vers son 20e sacre, quelque part. Au-delà de tout, il faut dire également que Manchester United ne fait pas non plus une très bonne saison. Lui qui est le club le plus titré. Et qui sera rejoint. Qui sera rejoint d'ailleurs par Liverpool. Donc vous comprenez quelque part que Manchester United prierait qu'il y ait un cataclysme du côté de Liverpool afin de voir une autre équipe remporter le championnat cette saison. Mais ça va être très compliqué. Liverpool est bien parti. Il peut peut-être vouloir que leur ennemi juré... Manchester City revenir encore. Ce serait vraiment historique. Mais franchement, je ne vois pas une autre équipe remporter la première ligue cette saison, mis à part Liverpool. Franck, c'est plié? Oui, mathématiquement non, puisqu'il reste 11 matchs, 33 points à prendre. Et sur les 11 matchs, il reste que 10 pour Liverpool et 11 pour Arsenal. Donc, je ne me souviens pas qu'un club à ce niveau de la compétition avec autant d'écart. Ça fait 13. Oui, 13. Peut-être dire puis, 10. Hein. Voilà, et puis perdre le titre à l'arrivée. Mais on se dit tout simplement que Arsenal n'a plus les moyens de lutter. Quand vous perdez Saka, quand vous perdez Martinelli, quand vous perdez Ressources, tout ce beau monde de la ligne d'attaque, ça va être très compliqué. Au fait, il n'y a pas une grosse... Saka va revenir avant la fin de la saison. Quand vous prenez par exemple Liverpool sur, disons, les 14 derniers matchs, il y a 9 victoires et puis 5 nuls. Vous prenez Arsenal sur les 16 derniers matchs, il y a 10 victoires, 5 nuls et une défaite. Arsenal n'est pas aussi mauvais que ça. Ouais. Sauf que dans le tournant décisif... Ils ont perdu face à West Ham après une très longue série. De bonnes performances. Donc dans les tournants décisifs du championnat, ils ne sont pas visibles, ils commettent des erreurs. Soit ils perdent leur flèche. Voilà, c'est qui joue contre les Gunners aujourd'hui. On va dire que oui, ils peuvent garder l'espoir, mais ça va être compliqué. Très compliqué. Ce serait Man City à la deuxième place. Bon. On se dirait que ce n'est pas encore fini. Mais avec Arsenal, je pense que Noël doit le savoir et je pense qu'il est à l'écoute. Liverpool va tout droit vers le Graal final. Maintenant, Franck a soulevé quelque chose. Cette équipe d'Arsenal manque toujours de... Je ne sais pas vraiment...
sais pas si c'est un satisfecit émotionnel qui cause cela, mais on a comme l'impression que vers la fin de la saison, Arsenal perd quelque chose, c'est-à-dire moralement parlant. Quand on prend par exemple la saison 2022-2023, Arsenal avait passé 27 journées en étant premier. Mais au final, a perdu le titre. Je crois que c'est 13 points d'écart ou 11 points avec Manchester City. Effectivement. Et la saison dernière, de la 34e à la 36e journée, Arsenal était également premier. Mais ça y est, ça restait 2 journées. Sur le finish. Et puis, effectivement. Dans le corner. Hein. Donc, on se demande réellement le problème qu'a cette équipe d'Arsenal. C'est vrai que pour Manchester United, c'est clair. On a le problème. Maintenant, pour Arsenal, on se demande vraiment le problème qu'a cette équipe. Et puis ajouter peut-être à cela, c'est une équipe qui, moi, sur le marché du transfert, se comporte vraiment bien. Quand vous prenez les derniers recrues d'Arsenal, c'est David Raya, c'est Declan Rice, c'est Leandro Trossard. C'est quand même des gens, peut-être, qui n'ont jamais gagné des titres dans leur club avant de venir à Arsenal. Des plus-values. Voilà, mais c'est des gens, c'est des joueurs qui peuvent quand même, qui sont capables de vous amener à un titre. Quand vous remplacez quelqu'un comme Ramsdale, c'est bien quand même. Et avec David Raya, c'est solide, quoi. Vous ne perdez pas en termes de qualité. Mais là, franchement, on sent que psychologiquement, il y a quelque chose qui ne va pas avec ce club. Mikel Arteta, qui a travaillé avec Pep Guardiola, qui connaît peut-être un peu cette mentalité d'aller gagner, mais qui n'arrive pas à l'insuffler à son équipe. Franchement, c'est un peu... Mais le souci était là avant que Arteta n'arrive. Oui, le souci était là depuis fort longtemps avec le vieux. Ouais. Mais après, on a senti quand même qu'il y a... Avec Wenger. Avec Wenger, voilà. Avec Monsieur Wenger, pardon. Mais on a senti quand même qu'il y a cette renaissance-là, il y a cette jeunesse-là qui avait faim, qui avait envie, avec les Odegaard, qui n'avaient pas du temps de jouer au Real, qui sont arrivés, qui tout de suite ont pris le brassard et qui ont montré qu'ils étaient des garçons capables de faire quelque chose. Mais vers la fin, quand ça s'étiole... Au-delà de tout, je pense que le rival de chaque année est aussi plus fort, un peu plus fort que Arsenal. Hein. Le rival, que ce soit Liverpool ou Man City, a toujours quelque chose de plus qu'Arsenal. Sportivement parlant, bien sûr, aussi, et surtout avec les individualités de ces équipes-là. Quand on prend Man City sur les 5 dernières années, je pense que... C'est du solide. Oui, Nayo, vous voulez... c'est aussi compliqué. Je pense que oui, psychologiquement, c'est vrai que peut-être psychologiquement, ils sont un éternel deuxième, mais sur ces dernières années, on ne va quand même pas occulter le fait que Arsenal, sur le... Romain vient de parler du mercato, certes, il recrute de bons joueurs, mais Arsenal n'arrive vraiment pas à doubler ses postes. Oui, Arsenal, tu ne peux pas démarrer une saison, tu sais que tu vas aller en Ligue des Champions, Première Ligue, tu vas disputer 2 coupes nationales, 4 compétitions et tu vas avoir un effectif aussi restreint. Ça fait que lorsque... Même au Real, c'est la même chose. Le Real, ça reste le Real. Après, la vitesse, vient de parler de la saison 2022-2023. C'est Saliba qui leur avait manqué et on a vu que tout s'est écroulé. Cette saison encore, vous voyez tous les blessés qu'ils ont et ils n'ont jamais eu également de neuf. On parle aujourd'hui de l'absence de Gabriel Jesus, mais lorsqu'il était même là, on avait préféré Kahavet à Jesus. Donc ça veut dire que quelque part aussi, vous ne pouvez pas aller concurrencer en première ligue sans avoir un véritable neuf aujourd'hui. On le voit. Souvent, City joue aussi sans neuf. Oui, parce qu'il a des joueurs forts, les joueurs qui arrivent à combler ce vide. Je ne pense pas qu'on a assez de genre de joueurs aujourd'hui du côté d'Arsenal. Au niveau d'Arsenal. Voilà tout ce qu'on dira. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quoi qu'il arrive, City est en train de sécuriser sa place de quatrième. C'est la moindre des choses. La moindre des choses et avoir une place directe en Ligue européenne des champions. On ne peut pas être, on va dire, quadruple champion en titre et aller jouer peut-être les barrages. Donc, il faut apparemment, sauver. Même le 5e de Première Ligue peut être qualifié directement en Ligue des champions. Oui, ça dépend. Pour l'instant, c'est les 4 premiers. C'est les 4 premiers pour l'instant. Donc, on verra. On sait que c'est l'Italie qui est beaucoup plus prisée cette année. Hein. Oui, pour l'instant. Je pense que la France, avec comme hypothèse que Liverpool sera champion en Europe. On verra tout cela avec cette première ligue qui enchaîne. Non, ce week-end, il n'y a pas match en Angleterre. L'Angleterre serait au repos, donc ça va venir le week-end prochain avec Nottingham Forest. Un choc également de haut de tableau entre le 3e et le 4e. Brighton, Fulham, Crystal Palace, Ipswich Town et Liverpool. Le duel des extrêmes entre Liverpool et Southampton. Et Liverpool va justement creuser l'écart. Aston Villa, Brentford, Wolverhampton.
Everton, Tottenham, Bournemouth, Franck en parlait à l'instant, et Manchester, Arsenal. Voilà également un choc historique. C'est un match. On va enchaîner. Quel Manchester? United. Voilà le vrai. Le vrai. On va dire aussi que ce week-end, il y aura des matchs intéressants au niveau de la Liga espagnole avec l'Atlético qui jouera contre Bilbao. Il se regarde. Le brassard est passé. Il se regarde. J'ai passé le brassard aujourd'hui. Le 3e contre le 4e. Ouais, c'est un match fou. Hein. Et je pense que c'est deux clubs athlétiques qui vont s'affronter. L'Atlético et l'Atlétique. Voilà. Donc, comme on sait tous, ce sont des matchs qui vraiment engagent vraiment la combativité et surtout la rage d'un certain coach, El Cholo et Simeone. Donc, je pense que ce sera quand même un match qui va compter pour double parce que c'est le 3e qui va affronter le 4e. Le 4e, sans oublier qu'il y a deux jumeaux qui sont à la tête de cette Liga-là, le FC Barcelone et le Real Madrid, qui ont également même gagné la journée dernière 2-0. Donc ce sont des jumeaux, on va dire. Donc l'Atlético va jouer l'Athletic Bilbao. Et ce sera un match très intéressant. Très tendu et très intéressant. Est-ce que vous voyez Bilbao fausser peut-être les choses, Franck? Oui, c'est un match déjà qui compte pour la saison. Deux clubs qui ont envie de jouer au pire. Le trio de tête, le peloton, l'Atlético est 2e, Bilbao est 3e. L'Atlético est 3e. Oh, l'Atlético est 3e, Bilbao est 4e. Voilà, donc c'est un duel de proximité qui va compter peut-être sur la ligne d'arrivée. Donc c'est un match indécis. Mais je pense que avec tout ce que montre aujourd'hui l'Atlético Madrid, ils ont un tout petit peu l'avantage. Mais attention. Il ne faut pas oublier que Bilbao peut sortir des flèches et faire la différence. Donc, attention aussi au Real de Madrid qui est reçu par le Betis Séville de la Nova. Oui, ce serait un match intéressant à suivre. Malheureusement, l'ami de Romeo Milico ne sera pas là. Mais son carton a été annulé. Il sera là. Donc il sera là. Le retour. Votre ami c'est qui? Anthony. Lui, ici, donc il sera là dans la défense, c'est ça? Non, il est attaquant. Il est allié. Anthony de Manchester United. L'ancien joueur de... Il jouera pour le Betis. Voilà. Donc, ce sera également une plus-value pour Betis, quoi qu'on dise depuis qu'il est arrivé du côté des Rojiblanco. Il a toujours parlé d'Antonio, c'est ça? Anthony, oui. À Man U, il était comme un joueur ordinaire, mais quand il est parti du côté il est devenu important maintenant. Il est devenu un très bon joueur du coup. On a connu ses débuts quand il était encore du côté de l'Ajax. C'est un joueur intéressant. Maintenant, on sait qu'en face, c'est le Real Madrid. C'est ce club-là qui peut faire 80 minutes sans rien voir dans la rencontre. Et puis, il joue 10 à la minutes fin, pour pouvoir remporter le match. Mais ce serait également un véritable bras de fer, surtout que Roman Francisco Alarcón, Isco, est également là. Il va jouer contre son ancienne équipe. On verra ce qu'il va se passer. Oui, Isco est en feu. Le Real n'a plus droit à l'erreur. No mistake, voilà, comme on l'a dit quelque part. Ah oui, le Real s'est mis la corde au cou depuis un certain moment. Donc attention, quand on tire dessus, une corde très solide. Quand on tire dessus maintenant, ça peut faire mal et avoir un client comme le Betis Séville et surtout aussi en déplacement, ça va être un match compliqué. Très compliqué. Ils vont jouer samedi et puis dimanche, on aura Barça, Real Sociedad. Vous voyez la Real bousculer le Barça à domicile. Oui, la Real Sociedad va toujours bousculer. On l'a même vu face au Real Madrid avec ses joueurs, Kobo, tout ce qu'on peut avoir. Mais à l'arrivée à voir la forme actuelle également du Barça, je pense qu'ils vont l'emporter sur la Real Sociedad. Oui, on a parlé de l'Athletic tout à l'heure. Ce sont les deux clubs où
peut-être à Séville également, qui sont toujours là à titiller ses groix, mettre le bâton dans les roues. Mais à l'arrivée, c'est comme en France, quand on va vous dire que oui, ils ont existé, mais ils ont failli, mais à l'arrivée, c'est le PSG qui gagne. Voilà. Donc vous voyez, le Barça l'emporté également. Alors, il y aura aussi un match très intéressant en Italie, avec justement le premier qui va jouer le deuxième de la Nove. Oui, le premier Inter Milan qui reçoit le Napoli. On sait que ce sont les deux équipes qui ont... C'est plutôt le Napoli qui reçoit l'Inter. C'est plutôt le Napoli qui reçoit l'Inter voilà. Au stade Diego Armando Maradona. On sait qu'il y a quelques semaines encore, ou bien quelques jours, c'était le Napoli qui dominait les débats du côté de la Serie A. Ils ont été longtemps leaders de ce championnat, mais à un moment donné, ils ont fléchi. Ils ont été battus par qui là? Voilà, comment il faut rappeler cela. Il faut rappeler cela. Ils ont été battus par Como et derrière, ils ont perdu également le fauteuil du leader. Et ce week-end, il n'y a qu'un seul point qui sépare les deux équipes. On espère vivement peut-être que le Napoli va damer le pion. Va damer le pion à l'Inter Milan, parce que l'Inter, c'est un bon effectif, mais malheureusement, sur cette dernière semaine, ce n'est pas forcément ce qu'on attend de l'Inter Milan, parce que vous avez deux joueurs de très bonne qualité, les Hakan Çalhanoğlu, les Henrik Mkhitaryan, même devant, des joueurs qui peuvent sortir du match comme Marco Arnautovic pour marquer des buts. Mais pour le moment, ce n'est plus assez solide. Même derrière, on ne retrouve plus le germano-camerounais Bissek, par exemple. On utilise beaucoup plus De Vrij ou encore le gaucher Bastoni. Mais c'est une rencontre où on a envie de voir d'abord tactiquement le coup de ces deux entraîneurs-là, Giovanni Simeone d'un côté et puis de l'autre côté Antonio Conte. On espère ce que ça va donner. Il y aura quelque part le Milan qui recevra l'AS Rome. C'est devenu un match ordinaire. Oui, ordinaire dans la mesure où moi aujourd'hui je vois un peu plus la psychologie positive du côté de l'AS Roma. Avec le Milan, c'est qui franchement on ne sait plus ce qu'est le Milan en présent. Ça fait déjà 2 matchs d'affilée qu'ils ont perdu avec Conceição. C'est un peu, je crois que le problème du Milan c'est aujourd'hui, c'est dans le vestiaire. Parce qu'hier ils ont encore perdu face à Bologne. Ah oui, voilà, perdu, je comptais même la défaite d'hier comme la deuxième. C'était la troisième. Donc voilà, c'est un Milan c'est aujourd'hui qui est problème à lui-même, quoi. Je trouve. Et le vestiaire, on sent qu'il n'y a pas cette odeur de sainteté entre l'entraîneur et certains joueurs. Il veut même partir. Oui, l'entraîneur veut partir. Il dit si c'est lui le problème, pourquoi pas. Qu'il a envie de partir. Il y a également Théo Hernandez qui est toujours pointé du doigt par rapport à ses performances ces derniers temps. Qui n'a toujours pas prolongé. On veut le laisser partir. Raphaël Leao, souvent l'entraîneur lui reproche aussi également lui aussi ses performances. Donc moi je me dis aujourd'hui, le Milan n'est vraiment pas taillé après cette saison où ils ont gagné le championnat. Derrière, ce n'est plus vraiment le Milan. Et il faut peut-être attendre la saison prochaine pour voir peut-être si le mercato va changer quelque chose. C'est un peu comme Dortmund quelque part, voilà, où ça ne va pas du tout. Et Dortmund peut-être pourrait relever la tête. Franck, ils vont jouer Saint-Pauli. Oui, samedi. Ils vont jouer Saint-Pauli qui est 15e. Eux également, ils sont en deuxième partie du tableau. Depuis le départ d'Edin Terzic, ça ne marche pas trop pour les jaunes et noirs. Et ils se cherchent. Mais ça va bien, un tout petit peu bien en Ligue des Champions. Bizarrement, en championnat, ils ne se retrouvent pas. Donc, peut-être Saint-Pauli pour se relancer, pourquoi pas. Mais attention, ils ne sont pas aussi loin, ils sont 11e. La 24e journée démarre 10e plutôt, oui. Aujourd'hui. Aujourd'hui même, avec le leader Bayern qui se déplace sur le terrain de Stuttgart. Bon, visiblement, c'est un match à la portée des hommes de compagnie qui, depuis, ont aligné, on va dire, 9 victoires et 1 nul sur les 10 derniers matchs. Ils sont en forme, ils vont bien. Le seul nul, c'était face au Bayern. Au Bayern, la dernière fois. Donc, on peut dire, a priori, que les Bavarois sont au-dessus de ce match-là. Il y aura Francfort-Bayern. C'est un autre match de la Nove. Oui, c'est un autre match. Mais est-ce que Francfort va également supporter la fourrière du côté du Bayer Leverkusen? On a vu le week-end dernier. Il n'y a plus Marmouche.
Même s'il y a, oui, également, il y a plus Marmouche. Et critiquer seul ne suffit plus. C'est vrai que quand l'Égyptien est parti, il a marqué aussi quelques buts, mais ce n'est plus comme ce duo-là qui marchait en début de saison. Il faut aussi le comprendre. Derrière, c'est Kevin Trapp. Il passe souvent à la trappe. Leverkusen avec ces joueurs-là, les Florian Wirtz, les Boniface, je crois que Leverkusen part quand même avec la faveur, pourquoi pas 60-40 sur cette rencontre-là. Il y aura aussi Bochum Hoffenheim. Oui, Bochum Hoffenheim, c'est deux clubs qui jouent pour le maintien, qui veulent sortir de la zone rouge définitivement. Bochum est 16e, Hoffenheim 14e, donc vous comprenez un peu que la victoire est voulue des deux côtés, donc ça va être un match très serré. Voilà, on va finir ce petit tour par l'Hexagone. Monaco joue Reims ce vendredi pour lancer la 24e journée. Samedi, il y aura Saint-Étienne-Nice, Paris Saint-Germain-Lille, dimanche, Lyon, Brest, Marseille, Nantes. Ce sera avec Longoria loin. On va en parler tout à l'heure. Il y a eu des coupes également dans certains pays. Il y a eu coupe en Italie avec le dernier quart de finale. Oui, les deux dernières affiches. On a vu la Juventus de s'est Turin, fait, par exemple, qui s'est fait éliminer par Empoli. Encore une fois. qui a été impoli encore une fois. Ils ont mené dans cette rencontre. On a vu l'égalisation. Un très beau but d'ailleurs de Kefrem Thuram, qui a égalisé pour la Vecchia Signora, mais dans les séances des tirs au but. Kenan, ils disent, et puis Vlahovic, c'est lui-même qui a commencé. C'est lui qui a raté premièrement. Et ils ont manqué leur tir pour permettre à Empoli de se qualifier pour le tour suivant. On va parler également de l'Inter Milan qui a gagné 2-0 face à la Lazio Rome. Avec un but de Marco Arnautovic également dans la semaine. Ils se sont qualifiés et il y aura un derby. Voilà. Derby de la Madonnina. Pour le prochain tour, ce sera les demi-finales qui vont se jouer le 2 avril. Et l'autre affiche, c'est quand même Bologne qui va jouer face à Empoli. Voilà. En Espagne, Vicente, il y a eu aussi Coupe du Roi, demi-finale aller. Ouais, et le Barça. Le Barça n'est pas le seul qui a joué. Hein? Oui, ok, on va parler du Real, qui a gagné contre la Real Sociedad 1-0, difficilement, bien sûr, il faut le rappeler. Et puis, bien avant, le Barça s'est fait accrocher à la dernière minute par quelqu'un qui s'appelle Sorloth, qui est le cauchemar du Barça, tout simplement, sur le dernier ballon du match. Effectivement, et voilà, le retour, on l'attend, et je pense que probablement ces deux clubs vont se qualifier, c'est-à-dire le Barça et le Real vont se qualifier pour la finale. Il y aura un classico. 4 partout, Franck, ça a été un festival. Hein. Ça a été un festival, un match dans tous les sens, on va dire. Déjà, après moins de 10 minutes, le Barça, 2-0. Et après, ils se sont fait rejoindre, puis dépasser. Et ils ont, à l'arrivée, réussi à tenir le nul. C'était un match plaisant. Et les hommes de Simeone ne voulaient pas du tout perdre ce match, même si c'est juste le match aller. Donc ils ont tout donné pour au moins à l'arrivée avoir ce match nul. Je pense que c'est une déception pour eux parce qu'à 2-0, on vient perdre pratiquement ce match. Donc, voilà, cette saison, ça fait la deuxième fois que l'Atlético marque dans le temps additionnel face au Barça. Oui, c'est devenu peut-être une marque de fabrique de l'Atlético cette saison. Et quand vous prenez, c'est plusieurs buts qu'ils ont marqués. Même face au Real Madrid, je pense que ça a été fait. Cette saison. Également. Au match aller, ils ont marqué dans les toutes dernières minutes pour revenir à égalité. Donc, oui, moi, dans ce match, plutôt que de parler de l'Atlético, oui, j'adore quand même cette réaction-là derrière, ne jamais laisser rien passer et tout ça. Mais je voudrais quand même mettre un petit point sur le comportement des joueurs du Barça après le 2-0. C'était quand même vraiment incroyable.
vous prenez presque plusieurs équipes dans cette situation-là, les joueurs se voient déjà sous l'eau, quoi. Voilà. Mais non, ils jouaient comme si de rien n'était, comme s'ils étaient à 0-0. Ça a été surpris, hein. Surpris par oui, c'est-à-dire que déjà même à la première minute, il devait y avoir un but. Mais c'est Chesney qui a sorti le ballon pour causer le corner et finalement c'est sur ce corner qu'ils ont pris le premier. Juste derrière, encore le deuxième est arrivé. Donc c'était une surprise. Mais après, ils se sont ressaisis, ils n'ont pas coulé. Après 20 minutes, il y avait 2-2 déjà. Il y avait 2-2 déjà. Donc voilà, ça montrait quand même que c'était un Barça à réaction. Et c'est cette mentalité-là qu'a apporté aussi l'entraîneur allemand. Et cette saison, ça marche bien avec les Blaugrana. Ils ont mené 4-2. Voilà, sauf que derrière, Jules Koundé peut-être ne s'est pas bien réveillé. Il a fait beaucoup de fautes. Il était encore en retard. Souvent, il ne s'est pas bien réveillé. Moi, je crois que les changements aussi, les remplacements n'ont pas aidé cette équipe du Barça. Après la sortie des joueurs. Mais Lewandowski est venu marquer. Hein. Oui, Lewandowski est venu marquer. Mais après, sur l'autre aussi, il est rentré, il a marqué. Qu'est-ce que Gavi a apporté dans cette rencontre quand il est rentré? Sur le troisième but, il pouvait sortir sur Llorente avant qu'il le frappe. Il n'a pas fait, il a hésité avant qu'il ne réagisse. Mais derrière, le ballon était déjà dans les filets. Et à 4 buts à 3. Vous connaissez très bien l'Atlético Madrid, c'est cette équipe-là qui fait toujours les coups au Barça. On a vu cela en Liga et puis également sur cette rencontre-là, ils ont encore très bien fait les choses pour revenir à 4 buts partout. Moi, je dis que le match retour sera un peu plus compliqué par rapport à ce qu'on a vu. C'est vrai que sur ces rencontres, on a eu 8 buts, 4 de chaque côté. Mais je ne pense pas que... La défense de l'Atlético est passée par où? On sait qu'au fil des années, cette défense-là a changé un peu de fil en aiguille. Ce n'est plus à l'époque des Gabi ou encore de Juan-Fran Torres où ça cognait. Ça cognait, ouais. Les Joao Miranda. Alors, et l'homme, on va dire, très solide. Pour le Real qui gagne à l'extérieur, le match retour sera peut-être plus aisé pour les Merengues. Oui, le match retour, surtout que ce serait à domicile. Pour eux, ce serait plus facile. Contrairement au Barça, c'est pourquoi quand Vicente avait dit probablement on aura un classico en finale, je m'en doutais parce que le retour pour le Barça, c'est au Wanda Metropolitano. Et quand on voit ce qui s'est passé, Romain avait parlé de l'attitude, ce caractère des Barcelonais. Mais derrière... À 4-2 aussi, ils sont tombés également dans la facilité. Ils croyaient que c'était trop facile. Ils ont... ils sont capables du meilleur. Et du pire. Ils étaient même passés à côté du 5-2. On était plus proche d'un 5-2 que d'un 4-4 à l'arrivée. Et de là aussi, à parler du changement. Si déjà vous êtes mené, vous êtes réduit à 4-2 et tu sais que c'est plus difficile. Les flics également, sur Pedri par exemple, dans cette rencontre. On a vu que ceux qui sont rentrés en attaque, Lewandowski lui a fait le job. Mais Gavi par exemple, son entrée n'a pas été manque de concentration, tout ça. Donc voilà ce qu'on dira sur justement les coupes. Il y a des histoires également, voilà, avec Longoria qui prend 15 matchs après avoir traité des arbitres de corrompus. Sévère ou logique, Franck Nouyama? Bon, lorsque vous regardez ce match contre la JOCR, où ils ont perdu 3-0, il y a quelques erreurs, comme toujours, de l'arbitrage. Je pense qu'il est un peu porté par sa frustration, par sa colère. C'est également un jeune. Il n'a que 40 ans, Pablo Longoria. Donc, il a cette fougue-là, cette réaction tout de suite. Et ce n'est même pas la première fois. Donc, oui, des arbitres traités de corrompus. Et même, on en a jusqu'à dire que s'il y a une ligue qui nous sollicite, on pourrait y aller. Ça veut dire tout ce que ça veut dire. Donc, le sommet ne pouvait pas accepter ça et se trouve un peu humilié. Donc, ils ont frappé fort. 15 matchs. Donc, sa sanction court jusqu'à la saison prochaine. Oui. Parce que, voilà, les 15 matchs ne seront pas... Ça fait un peu plus de 3 mois, ou 3 mois déjà. Voilà. Donc, la fin de saison est terminée pour lui. Donc, voilà. Il pourra faire appel. Oh, bon, oui. Est-ce que Longoria va le faire? Rétracté avant même la sanction. C'est ça. Non, mais moi, j'ai toujours... vous savez, dans cette affaire-là, je ne veux être du côté de Longoria ni du côté de la Ligue. Parce que moi, cette affaire, je pense qu'il y a un faux fuyant.
on ne veut pas reconnaître effectivement qu'aujourd'hui les habits sont dans le dur et qu'il faut les aider. Il a dit ce que d'autres passent tout bas, tout simplement. Peut-être qu'il a été un peu plus dur. Il y a également une manière de le dire. Voilà. Peut-être que la manière de le dire a été un peu plus violente. Un francophone. Parce que bien sûr, c'est ce qu'il voulait même se cacher derrière ça et dire que peut-être le mot corruption, lui n'a pas cet entendement-là dans le langage français par rapport à ce que ça veut dire en espagnol et tout ça. Non, monsieur Longoria, la corruption, c'est la corruption. Voilà. Ça dit la même chose en Espagne qu'en France. Voilà, donc reconnais tes erreurs. Mais moi aujourd'hui, mon problème, c'est que il faut qu'on reconnaisse que parce que ce n'est pas qu'en France, mais en Espagne aujourd'hui, le Real Madrid porte également ce même problème. Vous voyez un peu certains matchs où il y a ce pied-là sur Kylian Mbappé face à l'Espagnol. Je vais revenir sur cet exemple-là tout simplement, où il n'y a pas de carton rouge. C'est totalement inconcevable. Il y avait eu un attentat. C'est un attentat. C'est pareil comme au 11 septembre. Vous voyez. Non, mais on n'a pas réagi. Derrière, la Ligue n'a même pas réagi. Parce que des fois, il y a de ces actions-là qui se passent et après, on prend des sanctions derrière. On n'a rien dit. Quand le président veut parler ou quand le club veut parler, on dit non, vous. Je crois que ce n'est pas bien. On ne met pas les habits dans une même posture. Et après, je crois que c'est Vicente qui le disait la dernière fois, quand vous faites ça, peut-être les habits se retournent contre vous dans certains matchs. Et c'est ce qu'on est en train de voir dans le cas de l'Olympique de Marseille. Plutôt que d'aider les arbitres à pouvoir se relever, on culpabilise les présidents et on les sanctionne. Je pense qu'il y a un attention donc à Marseille, qui pourrait perdre encore plus des matchs. Si la sanction veut s'étendre au club aussi. Oui, après, la sanction, elle est au club. Parce que Longoria a parlé au nom du club. Son président a pris 15 matchs, mais Marseille va continuer par jouer. Marseille va continuer par jouer, mais cela va affecter, cette décision va naturellement affecter le club. Il joue pas. Non, le directeur sportif, souvenez-vous également, on a pris. Oui, c'est tout l'état-major. Benassia était là. Bon, ce sont des amis, hein. Longoria et Benassia sont des amis. Et Ravanieri, ils ont tous travaillé à la Juventus. Après, c'est le club qui est ciblé. Et je pense que les décisions arbitrales, désormais, peut-être vont quand même être contre ce club-là quand il joue. Mais ça, c'est mauvais. Oui, mais au-delà de tout, je pense que Longoria a juste exprimé ce qu'il ressent, mais peut-être que c'est la manière qui... Est-ce qu'il y a la réalité? Soulevant également que... Bon, soulevant également que les désignations en France, c'est à un moment donné, arrêtons. Par exemple, le week-end dernier, l'habit qui les a officiés, c'est lui qui était sur l'histoire de Benatia, mais tout ça. Et c'est ce week-end encore, on programme Stéphanie Frappard, pourtant qui a actuellement une plainte contre Longoria. Donc l'arbitre a déposé plainte contre Longoria et c'est la même arbitre qu'on programme sur le match de Marseille. À un moment donné, on exagère. À un moment donné, on pousse Marseille à bout. Mais l'arbitre peut être professionnel quand même. C'est ce qu'on lui demande. Le problème, c'est qu'ils ne le sont pas. Ils ne sont pas. Mais je pense qu'il ne faut pas faire une fixation sur Marseille aussi. Après tout, je pense que c'est comme Roméo l'avait dit, c'est un problème général. C'est-à-dire l'arbitrage même dans le monde sportif, c'est compliqué parce que le Havre, l'antenne rouge ne sait pas plein. Non, mais ils n'ont pas intérêt. Mais ce qui est bizarre, c'est comme si, même si les arbitres commettent des erreurs, on ne doit pas en parler. Il faut les protéger. C'est dommage. Tout simplement. Avec tout ce qu'on connaît aujourd'hui, les paris sportifs et autres, on se pose beaucoup de questions aujourd'hui sur l'arbitrage des matchs. Il y a un système qui est derrière qui veut protéger aussi les arbitres, donc on comprend. Si vous permettez 5 secondes, moi aujourd'hui, le problème que j'ai également avec la France, surtout avec la France, c'est cette largesse, c'est cette possibilité qu'on donne à ces dirigeants-là d'être proches du terrain. En Angleterre, on ne voit pas ça. Les présidents qui circulent dans les vestiaires, les directeurs de clubs, les directeurs sportifs qui sont dans les vestiaires avec les joueurs, ben c'est un problème. On ne voit pas ça en Angleterre, on ne voit pas ça en Espagne. Et souvent, vous allez voir que les états majors de ces pays-là ne sont pas aussi sanctionnés. Soit c'est dans la presse, ils sortent, ils font des déclarations, et peut-être la Ligue vient recadrer les choses. En Italie, c'est les directeurs sportifs, on n'a même pas les présidents de club. Tu connais un pays dans lequel le président analyse les matchs à la presse. Oui, ce pays, bon, c'est
C'est très loin, ce pays, c'est très... La France le fait, même au Togo, ça se fait. D'accord. Ah, mais j'ai suivi ton regard. On va rapidement parler de cette polémique autour justement du commentaire de Jamie Carragher en rapport à la possibilité de voir Mohamed Salah gagner le Ballon d'Or. Il le gagnerait si peut-être il n'était pas africain, Franck Nounyama. Oui, la sortie de Jamie Carragher fait polémique depuis un moment. Quand vous écoutez par exemple El Diouf qui dit, quand on prononce son nom, c'est comme si on donnait le nom de moutarde ou bien de ketchup. Donc ça veut dire que... Donc ça fait le tour. Je pense que quand on n'a souvent pas quelque chose à dire, il faut se taire, c'est mieux. C'est un joueur de haut niveau qui a fait pratiquement une vingtaine d'années avec Liverpool. Un boucher. Et oui, qui a gagné la Ligue des Champions en 2005. On se souvient, et quelques titres à titre de champion, et puis la Super Coupe européenne. Donc il a parlé comme s'il n'était pas un compétiteur, s'il n'était pas un pro. Voilà, on a du respect pour lui, mais avec cette sortie... En plus contre un joueur de Liverpool. Voilà, donc c'est dommage ce qu'il a dit. Peut-être il n'avait rien contre peut-être Mohamed Salah, mais le commentaire était plutôt peut-être pris sous un angle. Il dit que voilà, si l'Égypte jouait une compétition majeure, et donc ça suppose que la CAF et sinon la CAN n'est pas une compétition majeure. Oui, c'est ce qu'il a dit. Il dit par exemple, s'il y avait un Salah moyen en Première Ligue et qu'il gagnait peut-être la CAN et qu'il est même meilleur joueur, il ne gagnera pas le Ballon d'Or. Ça veut dire qu'à ses yeux, la CAN n'a aucune importance, n'a aucun niveau. Après, Jamie Carragher a dit quelque chose que tout le monde pense. Bon, je veux le dire comme ça. Il a dit tout. J'espère que vous n'êtes pas l'autre Longoria. Hein? Non, je me dis que ceux qui votent pour le Ballon d'Or, ce qu'ils pensent, c'est ce que Jamie Carragher dit. Voilà. Maintenant, là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est contre un joueur de Liverpool. Son ancien oui, on va dire, bon, un joueur de son club. Et puis, après, c'est une manière de discréditer également la CAN. C'est-à-dire qu'il attaque tout simplement une compétition qui est suivie par des milliers de personnes dans le monde entier. C'est vrai que à leur niveau, la CAN n'est pas aussi élevée que ça. Mais la CAN représente pour beaucoup de personnes, même pas seulement les joueurs africains. Et je pense que le Ballon d'Or ne devait pas seulement s'appuyer que sur une compétition... La Ligue des Champions, la Copa, quand on prend l'exemple de Donnarumma qui gagne le prix, l'Euro. Avec l'Italie. Oui, il a gagné l'Euro. En tant que meilleur joueur, je me rappelle, on dit qu'il a gagné l'Euro pendant que Edouard Mendy a gagné la Ligue des Champions. La Ligue des Champions et la Champions League et la Sadio Mané. Oui, bon, Sadio Mané, c'est aussi vous parlez des gardiens. Je parle des gardiens, c'est le trophée des gardiens. On se rappelle, on nous a dit que l'Euro, Donnarumma avait gagné l'Euro. Donc, ce qui veut dire que selon eux, l'Euro est plus important que la CAN. Moi, je pense que non. Toutes ces compétitions-là se valent. Tant que ce sont des joueurs qui la jouent, je pense qu'elles se valent. Et puis, pour moi, Mohamed Salah, qu'il gagne ou non la CAN, est parti normalement cette année. Il a un boulevard devant lui pour aller chercher le Ballon d'Or. Oui. Moi, je pense que aujourd'hui, on tape sur Carragher, mais il a dit juste une évidence. C'est une réalité aujourd'hui. Laquelle pas une évidence. Non, mais c'est une évidence. La réalité, c'est les gens qui pensent ça. C'est ce que les gens pensent. Ce n'est pas une réalité. Quand j'écoute Ferdinand qui répond, j'écoute Stereo qui répond. Ouais, ok, par respect. Ça, ce sont des Africains. La CAF également. Mais les Européens qui répondent ne sont pas malhonnêtes. Vous aurez écouté des gens qui votent le Ballon d'Or également, qui vont le contrer. Mais quand ils vont voter, c'est la même chose. Eux aussi, ils pensent. Il a donné un exemple. Il a dit que si Mbappé, par exemple, fait une saison moyenne avec le Real, mais fait un bon Euro, par exemple, il va gagner peut gagner le Ballon d'Or. Ouais. Mais si Salah fait une saison moyenne avec Liverpool, il peut remporter la CAN, mais il ne va pas le gagner. On l'a vu même cette saison. Vous prenez la saison de Dani Olmo, avant l'Euro, il y a eu un 30 qui était, bon, c'était pas le 30 définitif, mais il y avait un 30 se basant sur les saisons en club. On n'a pas, par exemple, vu Dani Olmo dedans. Mais juste après l'Euro, Olmo a même fini 13e du Ballon d'Or. Mais est-ce que je
prends son cas, je compare par exemple avec un joueur comme Bounassar qui en 2021 aussi en club a eu une saison comme Olmo et on a vu la CAN que Bounassar a fait par exemple, mais à l'arrivée, il n'était même pas parmi les 30 nominés. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, c'est une compétition qui n'est pas valorisée et ce n'est pas la faute aux Européens, c'est la faute même à ceux qui organisent cette compétition. C'est la faute quoi? Non, mais si vous avez une compétition qui n'a même pas de timing, qu'on balance, la CAN va se jouer cette saison quand en décembre. Parce que non, mais Vicente, en décembre, janvier, sur 2 années. Parce que la FIFA, qu'il dit est important. C'est très vrai ce que dit là. Parce que la FIFA dit que lui, il a une Coupe du Monde. Donc, est-ce que la FIFA peut déloger l'euro? La seule fois que l'euro a été délogé, c'est à cause de la Covid. Ça, on le sait. Oui, de la norme. On va finir avec je veux tout simplement également abonder dans le même sens. Est-ce que, selon nous, sur cette table, est-ce qu'on peut comparer la CAN à l'euro en toute sincérité? Non. En termes de visibilité, non, mais est-ce qu'on peut... Parlez dans le micro. Est-ce qu'on peut retirer le ballon d'or à Salah parce qu'il a gagné la CAN et non l'euro? Bien sûr. Retirer le ballon d'or comment? Oui. Non, en fait, pas le retirer. Parce qu'il le gagne. On ne peut pas lui donner le ballon d'or. Quand il gagne la CAN, il ne gagne pas le championnat avec Liverpool par rapport à un joueur européen qui gagne l'euro et qui ne gagne pas la Ligue des Champions. Donc, ça peut se passer. Alors, ce n'est plus un trophée individuel pour moi. Oui, mais c'est ce que les autres font. Parce que quand on... le ballon d'or depuis non, mais après cette saison... C'est la somme de tout. Hein. Oui. Cette saison, pour moi, Salah n'a pas encore d'égal. Par rapport à ce qu'il fait sur le terrain. Oui. Et puis au-delà de la saison, on parle de sa régularité. En fait, ça compte aussi. Ça compte aussi. Sa régularité en le réalité. comportement du joueur lui-même. Le problème, c'est que quoi? L'Afrique n'a jamais été ce continent à la respecter. Malheureusement, c'est cela. On va prendre les auditeurs aussi qui ont envie de participer à ce débat. Composez le 92 0331 ou le 97 24 26 26 si vous souhaiteriez participer à ce débat. Il y a quelqu'un qui est en ligne. Allô? Oui, bonjour le plateau. Oui, bonjour. C'est Coro? Oui. D'accord. Nous vous écoutons. Je sais que l'homme a suivi la dernière fois le match de Atlético et Barça. Oui. On ne sait pas. L'homme a suivi le match? Oui, mais les questions, c'est moi qui les pose. Donc, voilà. Excuse-moi. Tu as vu l'action sur la Minyama dans la surface de réparation? Tu continues de poser les questions. Hein. Il faut dire ce que tu as dit. Non, mais je demande si vous avez suivi l'action sur le Minyama sur le surface de réparation. Ça reste une question. L'arbitre n'est même pas branché, ni là-bas. Mais quand il s'agit de Réa m'a dit, on s'écrit sur tout le toit pour dire Réa m'a dit triché. Voilà pourquoi j'ai dit cette année, Réa s'est plaint trop. D'accord. Mais quand c'est calmé un peu. Ça suppose que les arbitres ne sont pas bons. Parce que il y avait... Je n'ai pas dit ça. Il y a les erreurs partout, je le sais. D'accord. Il y a les erreurs partout. Mais Réa m'a dit que c'est plein trop cette année. D'accord. Merci à vous. On a bien vu l'action dessus. La dernière fois. D'accord. C'est ce que le Real disait. Il y a eu attentat sur Kylian, il n'y a rien. Et donc, il y a eu aussi action sur Lamine Yamal, il n'y a rien. Voilà, c'est ce que le Real s'est dénoncé. Allô? Ah ouais. Bonjour. Bonjour. C'est CR7? Oui. D'accord. Oui, ça fait bien. Voilà. Le Barça est passé, le Real est là. Monsieur Paro, chacun n'a qu'à gratter là où ça le gratte. Merci. Bon demi de week-end à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Mon équipe Real Madrid. D'accord. Merci à Ourouma Falilou. 92 0331 97 20 86 26. Auditeur en ligne. Allô? Oui, bonjour Latif. Bonjour, c'est monsieur? C'est monsieur Ibrahim depuis Descamps. Ibrahim Descamps. Nous vous écoutons, Ibrahim. Oui, j'aimerais s'aligner sur ce que l'homme a dit tout de suite. Oui. Oui, c'est les organisateurs de la CAN qui font que la CAN n'est pas respectée dans le monde. La façon dont ils balancent les dates là. Oui, non, c'est pas respecté. C'est-à-dire qu'on ne se vend pas, pas nous-mêmes. Vraiment. Ce que Gallagher a dit, bon, il n'est pas contre l'Afrique. Mais sous ça, ce qui veut dire, si toi-même tu es sûr de
si tu veux comprendre bien ce qu'il veut dire, c'est pas qu'il nous dénigre. C'est nous qui faisons nos trucs là et c'est pas valorisé. D'accord. Merci à vous, mon très cher et frère Ibrahim. Bien de choses à tous ceux qui sont autour de vous. 92 03 131. Allô? C'est Mounirou? C'est lui-même. Ya Mounir. Mais tu veux me faire parler le thème? Oui, non. Coran, toi, il faut garder à cette gratte. Non pas de nos réels. On ne parle pas des bassins. Coran, il faut regarder à cette gratte, ok? D'accord. Toi aussi, gratte là où ça te gratte aussi. Parle de ce coup quand tu les as appelés. Les acteurs espagnols, vraiment, on dirait que c'est les bambins, quoi. Je ne comprends pas, vraiment. Même cette année, un Français, les habitants de l'île français mieux par rapport aux habitants espagnols. D'accord. Ils sont vraiment debout seulement. Vraiment, il ne cas cette année pour que les championnats aillent à normal. D'accord. Je vous remercie pour tout ça. Et bon déjeuner à tous les musulmans du monde entier. On est ensemble. Merci beaucoup, Mounirou. Voilà, s'il y a un dernier, on le prend. Voilà, allô? Allô, bonjour, Latif. Oui, bonjour, c'est Innocent? Le taximan. Le taximan de Manchester United. Qu'on ne comprend rien. Jamais, ceci nous est jamais arrivé. Depuis 30 ans que moi j'ai connu ce Maniou, cela ne nous est jamais arrivé. Mi s'affirmation plateau, il m'a allumé on disait que héritage, moi-même j'ai parlé de lui qui n'a qu'à partir. Mais maintenant, là, celui-là, c'est zéro. Celui-ci a les cheveux, l'autre n'en avait pas. Hein? Non, mais quand même, c'est pas vrai. Beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Et pour les matchs qui concernent la C1, là, mais c'est le match Paris. Liverpool, parce que cette position-là, bon, on l'a plus vu, ça fait un peu de temps. Bon, on va voir ce qui va se passer entre les deux au parc et à Anfield. Merci. Bon, je vous salue. Merci beaucoup à vous. Bien de choses à tous les taximens. Merci Roméo. Merci Latif, merci à tous les autres collègues et bon week-end à tous. Bon week-end aussi à Noël de Souza. Il n'est pas là, mais sa place est là. Oui, Franck, merci. Oui, merci à tous ceux qui ont passé leur temps à nous suivre. Excellent week-end. Merci Vicente. Plaisir. Merci Delanove. Merci Dayo. Et joyeux anniversaire au Bayern Munich. 125 ans, c'est pas facile. Ah oui. Joyeux anniversaire en retard. Roméo Mileko. Ah ouais, voilà. Merci. Joyeux anniversaire à toi. Merci beaucoup. Merci à Elom Madovon, Monsieur Vidéo. Merci à Olivier Koudio. Je suis Latif Roman. Bye bye.